dit que Trump est obsédé par ces minerais très particuliers qui se trouvent notamment au Groenland ou ailleurs. Est-ce que c'est une idéologie ou est-ce que ça correspond à une réalité? C'est une réalité. Je pense qu'on dit ça pour se rassurer. Réalité. Non, mais attendez, 100%. il y a des terres rares partout. Et on n'arrive pas à les extraire parce que le problème, c'est que c'est très difficile à extraire, surtout quand on a 2000 mètres de glace, parce que c'est souvent au Groenland, il y a encore énormément de glace. C'est une utopie complète. C'est une utopie. Il va falloir mettre des infrastructures pour extraire ça. Il n'a pas de raffinerie. Non, c'est pas le sujet, je suis d'accord. Et c'est pas le sujet. Il le pense peut-être dans sa tête. Parce que... Non, mais il a dit que c'était géostratégique. Trump n'a jamais dit que c'était pour les terres rares. Géostratégique, c'est encore un autre leurre, parce que finalement, les Russes ne sont pas une menace, les Chinois encore moins. Les Chinois ne font des... Bah si, les Russes ou les Chinois sont une menace, oui, pour les Américains, oui. C'est du commercial. Quand même. Le Chinois, c'est commercial. Jusqu'à aujourd'hui, pas vraiment. Et les Russes, finalement, ils sont dans le Pacifique, dans l'Atlantique, parce que c'est là... Enfin, c'est commercial, non, on ne peut pas dire ça. Pardon, Béatrice. Ils font la répression sur 1 milliard de personnes, 1,5 milliard. Oui, mais c'est autour de chez eux. Génocide ouïghour. C'est autour de chez eux. Enfin, chez eux. Pas d'après les Tibétains, pas d'après les Ouïghours, menace les Taïwanais. Non, mais Taïwan. Moi, je suis très frappé, par cette idéologie européenne. Vous détestez tellement Trump que on a presque l'impression, que vous préférez quand même un peu Xi Jinping ou Poutine. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est l'ordre. Alors que les Chinois écrasent les Ouïghours, qui s'occupent de ça. Laissez-moi juste dire quelque chose. Géostratégiquement, Trump n'a pas besoin ni d'envahir le Groenland, ni de l'acheter, ni d'avoir une association avec. Ils ont un accord militaire dont Gallagher m'a parlé au début de l'émission et que j'ai aussi regardé de 1951, qui était mis à jour en 2023, qui leur donne la possibilité, militairement parlant, de faire plus ou moins ce qu'ils veulent au Groenland, bon, avec certaines restrictions, mais qui pourraient être adaptées en cas de menace. Il y a aussi la protection de l'OTAN. Géostratégiquement, ils peuvent très bien défendre le Groenland et par la suite défendre les États-Unis avec tout ce qui existe. Mais il y a un mot, c'est le mot souveraineté. Il y a le mot souveraineté qui est très important. Oui, mais le problème, Trump, il a une vision souveraine des choses, c'est son problème. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas dit que j'étais pour, mais globalement, c'est sa vision. Il se dit, voilà, si je veux protéger les États-Unis, si je veux développer, si je veux être puissant... Mais il n'y connaît rien. Il ne connaît rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Juste terminer. Le problème, c'est, vous savez, c'est les études qui ont été faites sur les guerres du premier, deuxième, troisième type. Premier type, les guerres agricoles, c'est les guerres du Moyen-Âge. Deuxième type, les guerres industrielles jusqu'au nucléaire. Troisième type, les guerres cognitives. On parlait d'IA, etc., les guerres parfaites, zéro mort, etc. Le problème, c'est que ces trois personnages, et surtout Trump et Poutine, nous ramènent aux guerres du premier type. Jamais on a pu penser qu'on revenait sur des guerres moyenâgeuses, et on y revient progressivement, au nom de la souveraineté de l'idéologie. Non, mais cette souveraineté, c'est un leurre, mais en fait, il l'utilise parce qu'au Congrès, il ne va pas pouvoir demander au Congrès l'autorisation d'envahir ou même de s'intéresser au Groenland. Donc, il a dit que c'était stratégiquement une menace existentielle pour les États-Unis. Mais à qui va-t-il vendre ça? Je ne sais pas quel est le Congrès s'est exprimé ce soir. Il y a tel lieu de Californie qui est sorti, qui a fait une déclaration en disant si un militaire américain tire ne serait-ce qu'une fusée de détresse au large du Groenland, ce sera anticonstitutionnel. Donc ils sont en train d'essayer d'installer un rapport de force et de les empêcher de faire ça. Juste très rapidement, parce que vous posez la question des terres rares, le calcul qui a été fait, c'est que c'est 36 millions de tonnes au Groenland. C'est très petit comparé à la Chine, mais surtout, l'autre calcul qui a été fait, c'est que ce qui est exploitable, c'est 1,5 million de tonnes. Donc c'est peanuts. Pourquoi je vous ai dit, vous avez posé une question, mais regardez un peu. Je dis, l'histoire des terres rares, on la mentionne pour essayer de se rassurer. Vous savez pourquoi ? Parce que personne n'est capable d'expliquer pourquoi Donald Trump veut se saisir du Groenland. On est passé par toutes les raisons pour lesquelles il n'a pas besoin de le faire. Et on est en train de retomber dans la conversation sur Vladimir Poutine par rapport à l'Ukraine. Et c'est cette irrationalité dont on essaye de se prémunir parce qu'elle nous tétanise. Et pourquoi Trump va le faire ? Parce qu'il le peut. Parce qu'il le peut. Il a 1000 milliards de dollars à sa main. Il vient d'aller kidnapper un président. Il a fait tous les bombardements dont je vous ai parlé. J'ai osé dire qu'il est plus dangereux que Poutine et Xi Jinping. Vous avez poussé des cris d'orfraie parce que ça tétanise aussi de se dire que
Les États-Unis, qui ont été nos protecteurs pendant une dizaine d'années, sont devenus un prédateur dont nous avons peur. Et donc, non. Les Européens, en disant ça, ont accepté de se démembrer militairement. Ils ont accepté d'acheter des F-35. Ils se sont soumis à la NSA. Ils ont baissé leur niveau en disant regardez ces Américains avec leur obsession guerrière, on n'a pas besoin de ça. Dans sa dernière stratégie de sécurité écrasé nationale. encore plus. Oui, mais elle a décrété que désormais, les États-Unis sont passés dans la Ils achètent comme des F-35. En tout cas, regardez la puissance américaine qui est en train de monter encore, pendant que les Européens sont très en dessous toujours des objectifs. Après de longues et difficiles négociations avec des sénateurs, des élus, des ministres et d'autres responsables politiques, dit Trump, j'ai déterminé que pour le bien de notre pays, surtout en cette période très agitée et dangereuse, notre budget militaire pour l'année 2027 devrait être de 1500 milliards de dollars, c'est ce que vous disiez Gallagher, et non pas de 1000 milliards de dollars. Écoutez de quelle façon l'impérialisme américain, bon ou mauvais, chacun est juge encore une fois, revendique d'être maintenant encore davantage la meilleure armée du monde. C'est Trump qui parle. Les États-Unis ont prouvé une fois de plus que nous disposons de l'armée la plus puissante, la plus meurtrière, la plus sophistiquée et la plus redoutable de la planète Terre. Et de loin. Je le dis depuis longtemps, personne ne peut nous battre. Personne n'aurait pu faire cela. Personne n'a nos armes. Personne n'a la qualité de nos armes. Comprendre ce qui est en train de se passer depuis le début de l'année et les derniers mois. C'est-à-dire que Trump, les commentateurs se sont trompés. On disait quand il est arrivé au pouvoir, vous allez voir, isolationniste, il peut se mêler. Il fait tout le contraire. Hein. Il réarme à fond et il se mêle des affaires du monde, il bombarde en Iran, etc. C'est son deuxième mandat. C'est le nationalisme. C'est son deuxième mandat. Il est sur la fin. Il veut que son nom reste dans l'histoire. Bon. Il est poussé exactement par la même chose que Poutine. C'est l'irrationalité, mais c'est en même temps, c'est son rôle. Et il veut, vous avez vu, on va produire des navires de type Trump. Donc en fait, il va mettre Trump partout sur le Groenland, il va l'acheter, il va le renommer Trumpland. Et vous pensez que l'annonce des 1500 milliards de budget militaire pour l'année prochaine, qui c'est une augmentation de 50%. D'abord, c'est stupéfiant comme annonce. Après, on peut s'interroger sur la faisabilité d'une chose comme ça, parce que quel système est capable d'absorber 50% d'augmentation en une année? Alors clairement, ça indique une orientation de remilitarisation. Quand tu as 1000 avions, il en faut 2000. Oui, mais il faut être capable de les produire. Par exemple, les chantiers navals, s'il vous plaît, les chantiers navals américains sont absolument incapables de produire des bateaux aujourd'hui. Voilà, ils ont un problème industriel. Il n'y a pas de la main-d'œuvre qualifiée. Il n'y a pas les installations industrielles pour faire des bateaux aux États-Unis. Il y a une solution assez simple. Un clou, au lieu de le facturer $1, vous le facturez 1,5 $. Voilà, donc effectivement, on va avoir sans doute les grandes entreprises de l'armement vont se goinfrer, voilà, elles vont pas se plaindre, mais ça va être... Disons les choses, est-ce qu'ils préparent quelque chose contre la Chine? Rappelez-vous, les Américains ont toujours eu dans l'idée, ils veulent rester premiers, et contrairement aux Européens qui disent, bon, c'est pas grave si la Chine passe devant, pour eux, l'idée que la Chine passe devant est le défilé militaire chinois. Il y a quelques semaines qu'on avait commenté sur ce plateau, était une démonstration de force. Et clairement, l'Amérique veut rester numéro un. Et ils vont s'en donner les moyens. Moi, je connais un peu l'armée chinoise, parce que j'ai travaillé en Chine quelques années. Le problème, c'est l'armée chinoise qui est en plein développement, qui se structure. Aujourd'hui, le gouvernement chinois exprime très clairement, son espèce de prééminence, en tout cas, sur la zone asiatique. Ce qui est très intéressant. Vous savez, je crois que c'est cet après-midi, c'est que Lavrov, dans une démonstration, en fait, il a tracé des lignes sur le globe, avec la partie américaine où il y a marqué Trump, la partie centrale où il y a marqué Poutine. Oui, c'est Dimitriev qui a retweeté une espèce de mème qui existe effectivement où il y a le monde de Xi, monde de Poutine et Mi pour exactement. Trump. Et donc très concrètement, le problème, c'est la théorie des tubes. Il y a 3 grands tubes, et en fait, chaque superpuissance du tube exerce son influence sur les pays qui sont dans ce tube-là. Donc la Chine aujourd'hui, elle a une première montée en puissance. Pourquoi? Pour contrôler Taïwan, mais surtout pour contrôler la mer de Chine et le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca, 75% du commerce maritime mondial. Donc aujourd'hui, il y a une stratégie régionale. Mais encore une fois, c'est la géographie. C'est comme Trump et comme Poutine. Ils ont un problème géographique. Est-ce que les Américains iront jusqu'à provoquer même un conflit ou quelque chose avec les Chinois, tout faire pour empêcher que les Chinois ne passent devant?
Vous avez vu déjà avec les Russes, ils n'hésitent pas. C'est la deuxième puissance nucléaire mondiale. Mais ils ont compris que les Russes ne vont pas bouger. Les Chinois, je crois que Trump aussi comprend que les Chinois de maintenant, c'est pas les Chinois dans 5 ans. Dans 5 ans, ils auront 1500 têtes nucléaires. Donc il vaut mieux avoir le bras de fer maintenant. Ouais. C'est ce que les spécialistes de géopolitique appellent le piège du Thucydide. C'est-à-dire quand vous avez deux nations qui se confrontent, c'était Sparte et Athènes dans la Grèce antique, Thucydide, l'historien grec, a raconté ça. Est-ce qu'elles n'arrivent pas à un moment, sans le vouloir presque, à s'affronter? C'était le cas de l'Allemagne et de l'Angleterre à la fin du 19e siècle, etc. Donc c'est toute la question. C'est cette question. La logique géopolitique. C'est cette question. Et il est impossible d'y répondre. Qui se tient, l'idée de guerre préventive, c'est quelque chose de très immoral du point de vue de nous, Européens. Mais beaucoup de théoriciens américains l'ont toujours défendu, que s'il y a un adversaire dangereux, il vaut mieux le frapper avant qu'il soit trop fort. Et en général, sur la base de fiction de George W. Bush et l'Irak, c'est la fameuse fiole. Les armes de destruction massive. Mais la chose que je suis en train de me dire en écoutant cette conversation, vous imaginez l'Armada qui est dans les Caraïbes, au large de la Chine, qui dit, voilà, ici aussi, on est chez nous. Comment est-ce que les Chinois réagissent? Et deuxième question, est-ce que vous imaginez Pete Hegseth et Donald Trump gérer ce moment-là et ce rapport de force? Et vous leur faites confiance pour gérer ça correctement? Je pense qu'on raye d'un trait de plume un point très important, c'est le nucléaire. Encore une fois, le problème, c'est que la guerre préventive, on peut la faire contre l'Irak, parce qu'effectivement, c'est une notion non nucléaire, mais le nucléaire, c'est un élément de stabilisation. Donc le problème, qu'est-ce qui rentre dans la tête des gouvernants? Est-ce que j'ai une capacité de tir en premier ou de tir en second? Est-ce que je peux résister à une première frappe? C'est ça le sujet. Et aujourd'hui, le nucléaire a complètement bloqué cette réflexion. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire, parce qu'aujourd'hui, très concrètement, on n'a pas les Européens, les Américains, ni les Chinois n'ont pas le missile antimissile et n'ont pas les abris antinucléaires. Donc, quoi qu'il en soit, le premier missile nucléaire qui tombe aux États-Unis, il rase Washington et mais vous pouvez en dessous du nucléaire, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, voilà. Exactement. Mais en même temps, sur un territoire tiers, ce ne sera pas un affrontement direct. Voilà, entre les deux pays, c'est comme l'Union soviétique et les États-Unis, ils ne sont jamais affrontés. Ils ont trouvé le territoire, le Vietnam, l'Afghanistan, le Nicaragua, l'Afrique, etc. Ça restait des guerres périphériques. Entre deux puissances nucléaires. N'oublions pas ça. La plus grande bataille aérienne de l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, elle a eu lieu l'année dernière, en 2025, entre deux puissances nucléaires, l'Inde et le Pakistan. Donc il peut se passer. L'Iran a tiré l'année dernière, entre 2024 et 2025, 2000 engins sur Israël, puissance nucléaire. Donc en dessous du seuil nucléaire, il peut se passer des vraies guerres. C'est peut-être ça. Alors, c'est pas la guerre totale avec des millions de morts, mais il peut se passer des trucs très, 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 très sérieux. Et puis quand vous dites la Chine, c'est l'Asie. Est-ce que le Japon se considère dans le giron de la Chine? Est-ce que la Corée du Sud se considère dans le giron de... Est-ce que l'Inde se considère dans le giron de la Chine? La Chine ne peut pas faire ce qu'elle veut, en fait, dans cette partie du monde. Parce que l'Australie est aussi là-dedans, donc le Commonwealth, etc., etc. Donc la Chine, en plus, économiquement... bien évidemment, Xi Jinping, pendant ses vœux de Nouvel An, il nous a présenté un tableau extraordinaire de la Chine qui se développe, etc. Allez demander dans les banques territoriales en Chine, allez demander dans les promoteurs immobiliers, allez demander dans les provinces. Et il y a une inquiétude très forte des Chinois. Les Chinois qui disent aucun pays ne peut se faire gendarme du monde ni prétendre au rôle de juge international. Inquiétude aussi des Américains. Il y a ce rapport secret rapporté par la presse américaine selon lequel Hegseth aurait découvert que dans certains affrontements, même le Ford, porte-avions américain, serait détruit par les Chinois. C'est pour des porte-avions. Pour des porte-avions, c'est vraiment la mouche sur le bol de lait. Là, c'est le vrai sujet. Sachant qu'autour d'un porte-avions, il y a quand même une armada extrêmement importante et qu'on ne peut pas détruire un porte-avions comme ça. Mais c'est vrai que c'est le grand débat qu'on a eu en France lorsque le président Macron a décidé de construire le deuxième porte-avions. On n'a pas eu vraiment de débat. Oui, mais il a été assez écrasé, le débat. Oui, moi, je le connais depuis Jacques Chirac. On a été quelques-uns à vouloir le solliciter, mais il n'a pas vraiment eu lieu. On le fait
sais pas. Trump, homme de guerre. Trump, homme de guerre, c'est très différent de ce qu'on prévoyait il y a un an. Rappelez-vous, en janvier 2025, tellement de commentaires, ils disaient, vous allez voir, il est pacifiste, il veut surtout pas s'engager. Ah, les choses changent. Écoutez le clip qu'il a fait spécialement là pour cette année 2026, en se référant à Gladiator, le grand vengeur du film de Ridley Scott. Voilà. Absolument. Restez en ligne. Restez avec moi. Mes frères, ce que nous faisons dans la vie, c'est pour l'éternité. À mon signal, déchaînez l'enfer. J'aimerais vous entendre. Même l'acteur professionnel Reagan n'aurait pas fait ça. C'est extraordinaire. Il y a moins de moyens. Le thème de la vengeance, de la revanche, c'est très frappant à quel point il en fait quelque chose de très important. Ça, c'est les États-Unis. Oui. Vous regardez les films de cow-boys, tout est basé là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en l'occurrence, il a aussi, je crois, lavé un peu de ça dans la séquence Maduro. Traîner ce type comme ça, menotté, faire cette espèce qu'on appelle en anglais le perp walk. Donc c'est ce qui est imposé dans la tradition judiciaire américaine à une personne appréhendée avant même qu'elle ne soit jugée. On la parade devant les caméras à des fins d'humiliation, de dissuasion, de transparence. Et lui, il estime que c'est ce que l'opposition arsenalisée par Biden lui a fait subir. Il estime qu'il a été chassé. Il est arrivé. Et ce qu'il y a avec Donald Trump, et c'est pour ça que par parler du Groenland, Donald Trump a annoncé ça. Il a dit, vous savez quoi, je vais arriver à la Maison-Blanche et vous allez payer mes adversaires. Rappelez-vous ce qu'il avait dit, je serai un dictateur. Juste une journée, mais je serai un dictateur. Et vous allez payer. Et je termine juste en rappelant que sa directrice de cabinet raconte dans Vanity Fair qu'elle a passé un accord avec lui. Elle dit, OK pour la vengeance, mais juste 90 jours. Et derrière, elle dit, force est de constater qu'il n'a pas respecté le contrat. Elle a aussi dit dans ce fameux entretien qu'il avait une personnalité d'alcoolique. Alors les alcooliques, une fois qu'ils commencent à boire, ils ne peuvent pas s'arrêter. Et là, il y a une ivresse du pouvoir, une ivresse de toute la renommée internationale. On ne parle que de lui. Il sait qu'il est vraiment le centre du monde aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il est le centre du monde. Et c'est ça qui le rend dangereux. C'est qu'on n'a pas affaire à un acteur rationnel, mais on a quelqu'un qui a à portée de main l'armée la plus puissante du monde, qui est performante contrairement à l'armée russe. Et donc, moi je souscris entièrement à la thèse de Gallagher qu'aujourd'hui, Donald Trump me fait extrêmement peur. Je ne sais pas s'il faut dire que du mal de. Je ne sais pas s'il faut dire que du mal de Donald Trump. C'est un peu. Voilà. Est-il guerrier? Là, ce soir, il est guerrier. Il voulait le prix Nobel il y a quelque temps. Moi, je crois que c'est, d'une certaine manière, c'est un nationaliste. Oui, c'est ce que Et si il veut être numéro un, personnellement, et que les États-Unis le soient. Et si c'est par la paix, eh bien, il arrive à faire libérer les otages à Gaza et il espère avoir le prix Nobel de la paix. Mais si c'est pas par la paix, c'est par la guerre. L'important, c'est pas la paix ou la guerre, c'est que l'Amérique soit la plus forte et qu'il soit le plus fort en Amérique. Mais c'est ça le logiciel. Alors espérons que ça aille plutôt du côté de la paix, parce que ça peut marcher. Il a quand même réussi des choses. Voilà, il a quand même réussi des choses. Peut-être qu'il réussira au final à ramener la paix en Ukraine. Le pari des Américains, quand on voit tous les bénéfices du doute. Le pari des Américains, combien de guerres ils ont mené, combien de guerres les États-Unis d'Amérique ont mené. Ils ont toutes fait depuis 40 ans. Mais moi j'aimerais juste qu'on se pose une question aujourd'hui. Imaginez-vous aujourd'hui que vous êtes un citoyen américain en train de voyager dans le monde, dans l'Amérique latine, en Asie, en Europe même. Est-ce que vous vous sentiriez en sécurité? Vous vous sentiriez accueilli? Vous serez fier de dire aux gens que vous rencontrez dans la rue, je suis américain. Et à l'intérieur des États-Unis? Moi, je suis très souvent si vous êtes un électeur de Donald Trump, oui. Or, les électeurs de Donald Trump étaient majoritaires. Je crois
que ce ne serait pas rassurant du tout. Est-ce qu'on se fait avoir en réalité? Les Européens sont tellement bien pensants quand vous voyez Obama, par exemple, qui a fait mine de fermer Guantanamo, qui jouait au moral et qui signait tous les ordres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Obama signait les ordres pour tuer de façon très généreuse. Des centaines d'extrémistes ont été tués par Obama parce qu'il a fermé Guantanamo. Plutôt que de les détenir à Guantanamo, il les tuait. Voilà, c'est ça la réalité. Obama était très brutal. Obama est aussi une extrême brutalité. Absolument. Et vu de l'Europe qui se fait, les Européens adorent dire gentil, méchant, alors qu'Obama était d'une extrême dureté. D'ailleurs, certains le louent pour ça. Mais il y a un Rubicon qui a quand même été franchi aujourd'hui aux États-Unis, c'est que ICE, donc la politique de l'immigration, vient de tuer par balle une Américaine qui était venue en soutien aux émigrés qui étaient en train d'être arrêtés. Il y a Trump lui-même a dit que pour les midterms, si les républicains perdent, il a peur d'avoir un impeachment. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis, une destitution. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis aujourd'hui qui se posent des questions sur ces élections du mois de novembre. Est-ce qu'elles vont avoir lieu et dans quelles conditions est-ce qu'elles vont avoir lieu? Et donc, en termes de potentiel de violence et de chaos mondial, je suis désolée, mais Trump est en train de mettre. Vous pensez qu'il y a un risque sur les élections? Non, moi je vais aux États-Unis, j'ai été encore il y a 10 jours, je passe la moitié de mon temps là-bas. Je peux vous dire que je pense que il y a des gens qui se réjouissent. On parle pas trop de Trump dans les dîners parce que les gens sont un peu très polarisés. Mais je vois pas qu'ils s'inquiètent que les élections midterm vont pas avoir lieu. Ils se réjouissent qu'elles aient lieu d'ailleurs pour pouvoir revenir sur l'affrontement politique, pour pouvoir dire bon, on veut plus de lui, etc. Et on lui suivra évidemment. Regardez en tout cas de quelle façon Trump défie la Russie. Et c'est intéressant parce que beaucoup disaient il sert les intérêts russes. Là, plus tellement. C'est plutôt le contraire. Hein. Il est en train de défier la Russie. Et même quand on écoute Exet, son secrétaire à la guerre, il se moque. Il se moque de la Russie. On va écouter de quelle façon. Il y a 3 nuits, dans le centre-ville de Caracas, au Venezuela, près de 200 de nos plus grands Américains se sont rendus dans le centre-ville de Caracas. Il semble que les défenses aériennes russes n'aient pas très bien fonctionné, n'est-ce pas? Dans le centre-ville de Caracas, pour récupérer un individu recherché par la justice américaine, sans une seule victime américaine. Ah, c'est ce qui s'appelle défier. Puis sans cravate en plus, c'est assez rare. Ah, sans cravate, je suis pas sûr que c'est ça l'élément décisif, lui, mais vous avez raison. Il est très pimpin, hein, il s'habille toujours. Première fois que je le vois sans cravate au passage. Et avec la chemise très ouverte. Oui, très ouverte, c'est très bizarre. Mais ce qui s'est passé, c'est depuis le début de cette année, qui semble tellement long alors qu'on ne sommes qu'au 7e jour, il y a quand même un revirement spectaculaire, en tout cas en public, des relations entre la Russie et les États-Unis. C'est plus la lune de miel, c'est plus la bromance entre Trump et Poutine. Et on voit cette façon dont Pete Hegseth se moque des Russes. C'est quand même, je crois qu'on n'a pas encore saisi l'ampleur de cette différence. Et pour parler donc de ce navire qui a été... Sur la moquerie, on reviendra au bon navire, mais vraiment sur la moquerie, j'aimerais vous entendre là-dessus. Cette façon vraiment de défier l'honneur russe quand même. Oui, Vladimir Poutine énorme. est si attaché à la puissance russe. C'est énorme.